Bon, décortiquons tout ça, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette nouvelle exploration immersive. Salut Sam. Et moi, je suis super contente d'être là pour analyser tout ça avec vous. Alors d'habitude, quand on parle de gestion d'entreprise, on s'imagine tout de suite des trucs très cliniques, genre des réunions aseptisées, des tableaux Excel avec des marges calculées au centime. Ouais, le truc très prévisible, quoi. Exactement. Mais là, pour notre plongée d'aujourd'hui, on va imaginer que ce tableau de bord, il est remplacé par un moniteur neuronal. Ah oui, le fameux moniteur qui diffuse des horreurs en temps réel. C'est ça. Et la monnaie d'échange, c'est plus du tout l'euro ou le dollar, on parle carrément de chair humaine et d'information pure. C'est vraiment le passage d'une violence économique abstraite à une violence physique et psychologique d'une brutalité absolue. Totalement. En fait, notre mission aujourd'hui, c'est d'extraire la substantifique moelle d'un document qui est juste fascinant. C'est la retranscription d'une partie de jeu de rôle sur table d'anticipation. Et le décor est incroyable. C'est vraiment une fiction sombre, très cyberpunk. Voilà, c'est ça. On est à Néolutèce. En gros, c'est une vision dystopique et hyper crépusculaire de Paris. Avec une verticalité écrasante, c'est hyper important de le souligner. Oui, carrément. Tout en haut, on a l'élite oligarchique, les corporations. Le document décrit même ces gens qui se réunissent dans l'enceinte de la cathédrale Notre-Dame au son d'orgue. Ouais, c'est devenu une sorte de cour royale intouchable, en fait. Exactement. C'est complètement fou. Et cette verticalité, elle n'est pas qu'architecturale, elle est profondément sociologique. Cette «noblesse» entre guillemets, vit littéralement au-dessus de la pollution. Loin de la crasse des bas-fonds. C'est ça. Ils sont protégés par des forteresses de verre et de béton. Du coup, ce détachement physique crée un détachement moral total vis-à-vis des gens d'en bas. Et justement, pour comprendre comment fonctionne ce monde, le document nous force à descendre de ces tours de verre. On plonge direct dans la rue. Dans la boue, on peut le dire. Ouais, dans les bas-fonds de Néopigalle, au cœur d'une véritable économie de survie. C'est là qu'opère le gang au centre de l'histoire, les Fleurs du Mal. Un gang qui est structuré d'une façon hyper intéressante d'ailleurs. Grave, ils fonctionnent un peu comme une hydre, avec un triumvirat à leur tête. D'abord, on a Lys, c'est la stratège, une manipulatrice avec une froideur presque algorithmique. Et ensuite, on a Narcisse. Voilà. Narcisse, c'est le visage public, celui qui gère les relations, mais c'est aussi un manipulateur de l'ombre redoutable. Et enfin, le troisième, c'est Patience. La force brute du groupe. C'est ça, un ancien champion de combat de rue. C'est une légende vivante, avec des prothèses en polymère. C'est vraiment le rock du gang. Et ce qui est fascinant ici, c'est que cette structure tricéphale, elle montre exactement ce qu'il faut pour survivre dans un monde sans état de droit. Ils ont couvert tous les angles morts, en fait. Absolument. Lys gère la vision à long terme avec son intellect sociopathe, Narcisse s'occupe de l'ingénierie sociale, et Patience amène la dissuasion par la violence pure. Une vraie micro-société autonome, mais ils subissent une pression constante. Le centre de leur petit empire, c'est un club qui s'appelle la Serre. Oui, situé dans la cour des miracles. Exactement. Et en lisant leurs échanges, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'ils gèrent ça exactement comme une start-up hyper agressive. Sauf que les problèmes de ressources humaines ici, ça se règle dans le sang. Mais grave. Dans une vraie boîte, t'as un mauvais trimestre ou un souci logistique. Eux, leur problème quotidien, c'est que leur drogue phare, la nymphéa pleu, a tué plusieurs de leurs propres employés. À cause d'un mauvais dosage de leur fournisseur, le fameux jardinier, c'est ça, hein? C'est ça. Et d'ailleurs, le document utilise un terme bien précis pour parler de ses employés. Il les appelle des réceptacles. Ah ouais, ce mot est juste glaçant. Vraiment. On ne parle même plus d'humain. La sémantique d'entreprise a complètement digéré l'individu pour en faire un simple bout de viande consommable. C'est le biopouvoir poussé à l'extrême, en fait. Dans cet univers, la chair corporelle et les données informatiques sont les deux seules vraies ressources. Et si tu gères mal ces ressources, tu te fais bouffer. Exactement. S'ils montrent la moindre faiblesse, les gangs rivaux ne vont pas juste les racheter, ils vont les anéantir. Et des faiblesses, ils en ont plein en ce moment. Les réceptacles qui meurent d'overdose. Le jardinier qui se fait attaquer par une baronne rivale, Soraya la Sainte, et qui doit fuir. Ça fait beaucoup de crises à gérer en même temps. Et c'est pas fini. Il y a aussi ce cadre corporatiste complètement sadique, White Angel, qui mutile sauvagement plusieurs de leurs travailleurs du sexe pendant une soirée. Et c'est là qu'on a cette scène incroyable et hyper dérangeante avec le moniteur neuronal. Ah ouais, la scène où Lys et Narcisse visionnent les mutilations de leurs employés en temps réel. Oui, Lys qui se branche carrément un vieux câble à l'arrière du crâne pour recevoir le flux vidéo et sensoriel des tortures. C'est hardcore. Mais le plus fou, c'est son absence totale de réaction. Elle regarde ça sans aucune empathie, genre clinique.
Elle cherche juste des détails logistiques, en fait. C'est ça, elle demande limite s'il va falloir faire passer la benne à ordures pour remplacer le personnel cassé. C'est une anesthésie émotionnelle totale. Mais c'est vital pour eux. Cette désensibilisation, c'est pas juste pour faire un style sombre et cynique, c'est une véritable armure mentale. S'ils commençaient à ressentir de la pitié, ils s'effondreraient. Exactement. S'ils reconnaissaient l'humanité de leur réceptacle, ils ne pourraient plus diriger les fleurs du mal. Narcisse lui-même se dit intérieurement que ses associés sont des monstres. Ouais, mais ils compartimentent. Voilà. Pour gérer cette structure, il faut s'amputer d'une partie de sa propre conscience. C'est super bien dit. Patience a des implants physiques pour encaisser les coups, mais l'armure de Lys et Narcisse est purement cognitive. C'est une super analogie. Mais le truc, c'est que si en interne c'est le chaos et la froideur, en public, leur réputation doit être impeccable. Ah bah, la fameuse street cred, oui. C'est leur seul bouclier contre les prédateurs. Et ça nous amène directement à l'arène de combat clandestin dans le sous-sol de la serre. Le gérant, Marcel, débarque complètement en panique. Le combattant star vient de se désister, non? C'est ça. Et les paris, c'est le cœur de leur économie. Si le combat est annulé, c'est la faillite. Alors Patience, qui est pourtant à la retraite, décide d'y aller lui-même. Face à un gars qui s'appelle Mr. Factor, une montagne de muscles bourrés d'un plan militaire. Managérial, envoyer le PDG de l'entreprise ou un des 3 PDG se faire massacrer par un inconnu, c'est une erreur monumentale, non? Si on raisonne avec nos codes actuels, oui, c'est absurde. Mais si l'on relie cela à une perspective plus large sur Néolutès, ça prend tout son sens. Parce qu'il n'y a pas de loi. C'est ça. Le pouvoir n'est pas institutionnel. Il n'y a pas de police pour te protéger, le pouvoir est 100% symbolique. Le mythe remplace le contrat juridique. Donc annuler la soirée, c'est avouer une faiblesse mortelle. Absolument. L'odeur du sang attire les requins. Le combat de patience, c'est pas juste pour l'argent des paris. C'est un message de dissuasion vitale. Et d'ailleurs, le plot de Marcellus avec l'eau droguée foire complètement. Mr. Factor ne sent rien. Ouais, la technologie militaire face à la petite débrouille de rue. Mais patience, il encaisse des coups monstrueux. Ses prothèses se fissurent. Et pourtant, il gagne. Pas grâce à la tech, mais grâce à son instinct de survie. Il lui arrache carrément l'oreille avec les dents. Ah ouais, un pur hommage à Mike Tyson, c'est assumé à 100% dans le document. Et la foule devient folle. La légende est restaurée. Et à la fin, le géant vaincu avoue qu'il a été envoyé par Milo, un autre baron du crime, juste pour tester leur défense. Donc ça valide totalement le choix de Patience d'y aller. Exactement. Il a prouvé que le noyau dur du gang est indestructible. C'est vraiment l'illusion du contrôle maintenue par une violence ultra-théâtrale. C'est fascinant. Mais tu sais, si la violence physique est un danger constant, il y a une menace bien pire dans cet univers. Ah, la violence psychologique, l'intrusion mentale. Voilà. Et ça nous amène à la scène la plus glaçante de toutes les sources qu'on a épluchées. Ça se passe dans une chambre, loin de la reine. Avec Marguerite. Ouais. Marguerite, c'est une lieutenante fidèle. Elle gère la salle d'arcade, l'overclock, et elle supervise les filles. Elle partage le lit de Lys ce soir-là. Et pendant qu'elle dort profondément. Lys se réveille. Elle chope un vieux câble dénudé sous le lit et elle le branche physiquement de son propre implant neuronal jusqu'au port caché dans les cheveux de Marguerite. C'est d'une violence inouïe. Le câble sert de pont à sens unique entre leurs deux consciences. Et pendant que Marguerite est inconsciente, Lys fouille dans ses souvenirs d'enfance. Les moments passés avec Narcisse, en haut d'une décharge. C'est ça. Marguerite et Narcisse, plus jeunes, qui regardent les lumières de la haute ville en rêvant de manger de la vraie viande, de fuir. Et Lys décide d'effacer le visage de Narcisse dans ce souvenir pour y superposer le sien. C'est de la pure réécriture identitaire. Moi, en lisant ça, je me suis dit, mais c'est l'équivalent toxique ultime de fouiller dans le téléphone de son conjoint pendant la nuit. Mais là, c'est appliqué directement au cerveau. Cela soulève une question essentielle sur cet univers transhumaniste. Lys ne fait pas ça par simple jalousie amoureuse, ce serait mal la connaître. Non, c'est vrai qu'elle est trop calculatrice pour ça. En fait, elle détruit la souveraineté cognitive de Marguerite. Dans un monde où on peut tout te voler, ta mémoire est ta dernière propriété privée. Et Lys la lui vole pour programmer une loyauté artificielle. Voilà. Elle s'inscrit de force comme la figure fondatrice de l'espoir de Marguerite. C'est la technologie qui finit par déposséder l'humain de son libre arbitre. C'est tragique. Surtout que Marguerite, malgré toute la crasse autour d'elle, elle gardait une sorte d'innocence. Un véritable espoir, oui. Alors que ses patrons la voient juste comme un outil. Narcisse s'en sert pour l'argent et Lys pirate son âme pour sa dévotion. Elle est juste un outil jetable pour eux. Mais l'ironie absolue, c'est que c'est cet outil maltraité qui va déclencher l'escalade finale.
Ah oui, le rythme du document s'emballe complètement à partir de là. Marguerite débarque en sang, paniquée. L'une de ses travailleuses du sexe est morte après une passe avec un client corporatiste de la haute ville. Et Marguerite a réussi à extraire une danse sensorielle de l'implant de la victime. C'est hyper important d'expliquer ce que c'est d'ailleurs. Oui, une danse sensorielle, c'est pas juste une vidéo, c'est l'enregistrement brut de l'empathie. Celui qui lit la puce ressent la terreur, la sueur, les battements de cœur exacts de la personne qui a enregistré. Et sur cet enregistrement, le client corpo, complètement en panique, murmurait qu'ils allaient tout faire sauter. Et Marguerite a caché cette puce dans sa salle d'arcade. D'une manière géniale en plus, hein. Elle l'a collée avec un vieux chewing-gum sous une borne d'arcade de Plantes contre zombies. J'adore ce détail, c'est brillant. Dans une ville hyper connectée où les algos te traquent partout, la seule vraie faille, c'est l'analogique pur. Ouais, un bout de plastique dans du chewing-gum, aucun drone ne peut repérer ça. Exactement. L'info la plus mortelle est protégée par la banalité la plus totale. Le gang fonce à la salle d'arcade pour récupérer la puce. Mais il tombe dans une embuscade militaire colossale. Fini les gangs de rue, là c'est des agents en costard hyper armés. Dirigée par l'agent Wukok, l'élite intouchable. Et c'est une guerre ouverte. La symétrie est totale. Narcisse utilise sa bécane comme bélier contre les blindés. Lys abat un sniper avec une précision glaçante. Pendant que Patience récupère la puce sous les balles. C'est ça. Et la Corpo déploie carrément des drones Avis, des espèces d'engins militaires lourds qui tirent des roquettes dans Néo-Pigalle. Aucun respect pour les civils. Zéro. Narcisse arrive à cracher 2 drones l'un contre l'autre. Il fuit, mais, et c'est là que ça devient dramatique, sur la moto, Lys sent un poids mort. Marguerite a été touchée. Ouais, une rafale lourde. Elle crache du sang. Et dans son délire, elle parle de sa promesse avec Narcisse de voir la haute ville. Le souvenir que Lys avait d'ailleurs piraté. C'est affreux. Et Narcisse prend une décision brutale. Pour abréger ses souffrances et sûrement pour protéger les secrets du gang, il lui brise la nuque net. C'est l'acte de miséricorde le plus sombre possible. Marguerite a été utilisée jusqu'au bout, puis éteinte manuellement. Et dans le silence qui suit, il lise enfin la puce. Et là, c'est le choc. Le fameux protocole 0. Voilà. Le client révélait que les corpos prévoient de faire sauter la centrale nucléaire locale, raser Néolutès et ses millions de miséreux, pendant que l'élite a des coordonnées pour fuir vers une zone sûre, Zeta Beach. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie vraiment, au fond? Pourquoi anéantir leur propre ville? Et pourquoi faire la guerre à un petit gang de rue pour une simple puce? En fait, c'est la mégalomanie pure. Le protocole 0 montre que pour ces élites, la ville et les gens d'en bas sont devenus des actifs toxiques. On ne les exploite même plus. On les efface. C'est terrifiant. Mais le plus fou, c'est que leur plan parfait d'apocalypse est mis en péril par une travailleuse du sexe et un morceau de chewing-gum. C'est exactement ça. La faille de la domination absolue, c'est l'humain et l'imprévisibilité de la misère. Les corps envoient l'armée dans la lue parce que cette puce prouve qu'ils ne contrôlent pas tout. Et pour notre gang, c'est un électrochoc. Ils se battaient pour quelques rues sales, des paris truqués, et d'un coup, ils voient l'immensité du truc. Leurs petites luttes de pouvoir n'ont aucun sens face à l'holocauste nucléaire qui arrive. C'est brillant. Et la fin du document, les épilogues improvisés par les joueurs sont super poignants. Très cinématographique, oui. Totalement. On a d'abord Nyx, la baronne rivale, qui a tout regardé via des drones depuis son manoir chic. Elle boit son verre, cynique, pensant d'être la reine du jeu. Alors que le plateau entier va brûler. Ensuite, on a Lys, couverte du sang de Marguerite, qui pète complètement les plombs. Elle devient paranoïaque, elle pointe presque son arme sur Narcisse. La machine de calcul rationnel a totalement planté face à la fin du monde. Et Patience, le guerrier invincible, qui rentre chez lui, brisé. Il repousse sa compagne, Gina, ses muscles ne peuvent rien contre une bombe atomique. Et la scène finale avec Narcisse sous la pluie. Magnifique. L'enterrement clandestin de Marguerite. Et discrètement, il glisse la puce avec le protocole 01 à un inconnu en trenchcoat. Il lâche le virus de la vérité dans les veines de la ville. Exactement. Il refuse d'être juste effacé en silence. Si la ville doit brûler, autant que les corpos perdent le contrôle avant. C'est une conclusion parfaite. Vraiment. Et ça nous amène à cette réflexion finale, un truc que j'ai envie de laisser aux gens qui nous écoutent pour y réfléchir. Je t'écoute. Dans un monde où nos mémoires peuvent être piratées pendant notre sommeil et où l'anéantissement d'une ville se décide dans un bureau climatisé, est-ce que la véritable liberté, ce ne serait pas justement de refuser d'être un rouage prévisible? D'être l'anomalie, en fait. C'est ça. Être la variable chaotique, purement analogique, que l'algorithme des puissants ne pouvait tout simplement pas calculer.
C'est une pensée hyper stimulante sur le chaos et le déterminisme. Ça dépasse carrément le cadre de la fiction. Complètement. C'est le moment de clôturer cette session. En tout cas, ça donne envie de garder un œil critique sur les infos qui façonnent notre propre réalité, n'est-ce pas? À ça, plus que jamais. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette plongée avec nous. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration de l'inattendu. D'ici là, gardez l'esprit ouvert et la curiosité intacte.